J'y suis arrivée, en fait j'ai fait un parcours de psychologie et au départ j'étais pas forcément centrée conditions de travail. Par contre j'avais la volonté d'aider les gens en fait. Bon, pas sur ce métier-là que je connaissais pas du tout. Et quand j'ai découvert le métier en psycho, ça a été un peu le côté révélation, l'ergonomie, ça a l'air super, tu aides les gens, tu améliores les conditions de travail. C'est comme ça que c'est ma première entrée en fait travail, et beaucoup au départ sur des questions culturelles, les différences interculturelles au travail. Et donc j'ai travaillé là-dessus pour mon stage de maîtrise, et après j'ai travaillé sur une première expérience assez marquante pour moi en fait, qui est la relance de la culture du safran dans le Lot, donc où je m'intéressais à l'activité des producteurs avec des gestes très fins, et à la fois aider une association à essayer de... Alors c'est pas très conditions de travail, mais en tout cas c'était les aider à formaliser les savoir-faire, quoi. Parce qu'il y en avait qui avaient de la culture, il y avait qui n'avaient pas de culture. Du coup c'était un peu brouillon. Donc j'y suis venue comme ça, et en fait ce qui m'a vraiment animée et plu, et ce qui m'anime encore beaucoup, c'est l'activité. C'est l'analyse de l'activité, c'est comprendre les logiques internes aux personnes aussi, dans ce qu'ils font, dans les décisions qu'ils prennent. Et du coup, après, les liens avec la santé et les liens avec la performance, entre guillemets, les résultats du travail, je vais formuler comme ça. Alors, analyser l'activité, c'est observer les gens travailler, échanger avec eux, parce que l'observation, c'est à la fois je regarde ce qu'ils font et je parle avec eux. Puis il y a plein d'autres techniques, mais c'est comprendre ce qui est vécu au travail par les personnes. Donc tant dans les gestes qu'ils mettent en œuvre, mais aussi dans les intentions, dans le sens qu'ils donnent, dans les objectifs qui se donnent à eux-mêmes, qui en général dépassent ce qui leur est demandé, ou vont plus loin, ou intègrent d'autres choses, voilà, que ce qui leur est demandé. Et donc analyser l'activité, c'est comprendre tout ça, pour justement essayer d'aller vers une amélioration ou des conditions de travail, ou de l'organisation, ou de la performance résultat, quoi. Ce qui était intéressant en fait, c'était déjà de pouvoir découvrir des métiers, ça je trouve ça génial déjà. Mais au-delà de ça, c'était aussi là, ce qui était intéressant, c'était l'analyse de l'activité, et puis du coup, de par justement le fait que les gens étaient très éclatés en fait, géographiquement, ils n'arrivaient pas à échanger sur les savoirs et les savoir-faire utilisés. Donc en fait, ils étaient tout le temps sur les mêmes... En fait, c'était de laisser l'erreur en permanence au niveau des producteurs individuellement. Et ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi. Il y en a qui avaient des fleurs, il y en a qui n'avaient pas de fleurs. Le safran, vous savez combien ça coûte, donc c'est très cher. Et donc ne pas avoir de production, c'est un manque à gagner énorme pour les personnes. Donc en fait, moi en tant qu'ergonome, je travaille avec des agronomes, etc. dans ce projet-là, mais moi je suis rentrée sous l'angle activité, justement, travail, pour comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, quelles étaient les logiques sous-jacentes, et mettre en partage ça. Et pour mettre en partage, en fait, j'ai utilisé la vidéo et j'ai utilisé de l'alloconfrontation. C'est-à-dire que j'ai fait de l'autoconfrontation individuelle, donc je remontrais les films des producteurs afin qu'ils me commentent ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qui les conduisait à faire ça. Et ensuite, l'objectif pour moi, c'était ça, il faut que ce soit partagé en fait. Il faut que ce soit mis en partage au sein de l'association pour que les gens puissent échanger sur ce qu'ils font, ce qui est bien ou pas bien de faire, comment on pourrait faire autrement, ouvrir d'autres possibles en fait. Et là, du coup, la vidéo m'a beaucoup servi. Je voulais les rassembler, c'était pas possible pour des raisons géographiques, etc. Mais avec leur accord, j'ai pu montrer les films de producteurs à d'autres producteurs. Et en fait, ça a eu un effet au-delà de ce que moi, j'en attendais à l'époque, en fait, où après les gens m'appelaient parce qu'ils voulaient voir les films et ils trouvaient l'idée géniale, en fait, de pouvoir... Ils ont bien compris que échanger, en fait, autour de l'activité, c'était une façon d'améliorer, justement, leurs propres conditions de vie en tant que producteurs. C'est un des sujets qui m'anime beaucoup, c'est la réflexivité au travail et la mise en débat du travail, effectivement. Je pense qu'il y a une continuité dans ma trajectoire. Au départ, c'était une analyse plutôt individuelle ou collective entre pairs, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'ergonomes, on peut amener les gens à penser leur travail et à le redécouvrir autrement, quelque part. Et beaucoup au travers de la divergence.
C'est-à-dire, je crois profondément que la divergence, c'est source de développement. Et le fait de pouvoir montrer aux personnes des façons de faire différentes, ben, ça les pousse à réfléchir sur leur propre façon de faire, mais ça leur ouvre aussi un champ des possibles. Donc ça ouvre leur possibilité d'agir en fait. Alors dans ces espaces, c'est dans des espaces où on pousse la réflexivité, c'est ça. C'est à la fois l'activité de travail et la différence. Je pense que c'est central aussi pour permettre le développement. La différence, c'est... alors il y a deux choses. Il y a la diversité des points de vue. On fait tous différemment, de par ce qu'on est, de par notre histoire, et puis même individuellement, on ne fait pas pareil le matin, l'après-midi, du jour au lendemain, enfin bon, avec l'expérience. Donc il y a cet aspect diversité qui fait qu'on sait, en ergonomie, c'est notre fondement, hein, c'est le travail, l'activité, il y a une diversité des formes d'action possibles. Et le deuxième aspect dans la différence, c'est la divergence de points de vue. On a droit de ne pas être d'accord. C'est le désaccord, avec un collègue, c'est des désaccords sur la façon de faire, qui peuvent être plus ou moins forts, peu importe. Et ces désaccords et cette diversité, en fait, ce qu'on observe dans beaucoup de situations dans lesquelles on intervient, c'est qu'ils sont cachés. On ne veut pas de la diversité au travail. Les dirigeants n'en veulent pas. La majeure partie du temps, la divergence, on la cache. Voilà. Et justement, nous, enfin moi en tout cas, c'est vraiment travailler l'inverse de ça. C'est au contraire, c'est une richesse. C'est une richesse qu'il faut faire vivre au sein des organisations et c'est une richesse sur laquelle on peut travailler. Voilà. Après, il y a une continuité, je pense. Dans mes travaux, il y a une continuité au départ, dans une approche individuelle et collective de la pratique réflexive. Et puis petit à petit, je suis allée ces dernières années, grâce au travail avec Raoni Rocha et François Danilou, sur les espaces de débat, vraiment avec l'aspect travail avec les managers, avec les encadrants, qui est encore un niveau autre en fait, hein, que juste entre salariés ou près d'un salarié seul. Ce qui les rend si différents, c'est qu'on entend beaucoup espace de débat, on en lit beaucoup, c'est un peu la mode du concept, mais, enfin, de la notion, du terme. Ce qui les différencie beaucoup, je pense, c'est le fait de pouvoir à la fois agir du côté des opérateurs et aussi du côté des managers, des encadrants. Mais il y a des conditions à travailler pour que ça puisse être possible. Si on veut vraiment faire vivre les espaces de débat au sein des organisations, il y a des conditions pour ça. Et c'est ce travail sur les conditions en amont et en soi un travail, un vrai travail à faire, à mener. C'est pas, on va aller voir une personne, on va la confronter à ce qu'elle fait pour qu'elle nous explicite. Voilà. Il faut s'assurer que les modèles qu'on a de l'homme au travail, des modèles du travail, il faut les faire passer auprès des encadrants, la diversité, le fait que le prescrit ne soit pas toujours adapté, le fait que les gens peuvent violer des règles de sécurité, tout ça, il faut que ce soit approché pour que l'encadrant puisse rentrer dans une logique d'espace du débat sur le travail. Voilà, donc ça s'accompagne. Dans le milieu des soins, l'activité productive, en fait, la production, elle est entre les mains de plusieurs spécialités. Tu as des infirmiers, tu as des aides-soignants, tu as le médecin, tu as l'ASH aussi, hein, qui va nettoyer et faire en sorte que les box soient prêts à temps, etc. Donc il y a un ensemble d'acteurs qui vont agir pour prendre en charge un patient. Et donc, en oncologie, je me suis beaucoup intéressée sur la manière dont le débat collectif permet de garantir la sécurité, la fiabilité des décisions. Donc je me retrouve quelque part c'est pour ça qu'il y a une continuité sur le côté pratique réflexive, hein, sur le collectif qui est l'activité intrinsèquement collective à l'hôpital, sur comment elle peut être source de fiabilité ou elle peut être mise à mal aussi et avoir des répercussions sur la sécurité des soins. Après, sur la question du milieu des soins, je m'intéresse à l'articulation entre les conditions de travail des soignants et la sécurité des patients. Ce qui m'a amené aussi à travailler sur la place des patients dans la sécurité des soins, qui est aussi un thème qui est intéressant et qui se développe beaucoup
avec les réformes actuelles et au niveau organisationnel dans le système de santé. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le fil conducteur dans les recherches que j'ai menées, c'est-à-dire repartir d'une connaissance fine de l'activité, par moi, et de travailler la différence, la diversité dans ce que j'observe, dans l'ensemble des salariés que je peux observer, et de ramener cette activité en débat auprès des salariés, entre salariés et managers. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait un peu la force de notre métier en ergonomie, c'est de pouvoir donner à penser le travail aux personnes. Moi, je ne suis pas experte du métier pour définir quels sont les leviers d'action possibles. Bien sûr, on en a des leviers d'action et on peut prescrire, mais amener les gens à penser pour qu'ils découvrent par eux-mêmes des possibilités nouvelles d'agir, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette question. Et dans les espaces de débat, on le retrouve, cette idée. C'est une vraie question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de transformation. Le fait de donner à voir à un salarié d'autres manières de faire, d'autres possibles, en fait, en soi, déjà, ça produit de la transformation chez les personnes. Parce que ça leur permet de penser, de se développer, en fait. De penser le travail autrement, d'imaginer d'autres façons de faire, dans d'autres conditions, de se préparer à autre chose. Après, il y a un axe très fort de transformation qui est agir sur ceux qui vont concevoir le travail, donc d'où l'importance de la prise en compte des managers et des encadrants. Où là, on est sur des transformations concrètes aussi, de changer un planning, achat de nouveaux matériels, des choses qui sont très très concrètes, hein, mais qui font que du coup on aille progressivement dans une meilleure prise en compte du travail réel dans la vie quotidienne de l'organisation. Donc un gros travail, c'est travailler les conditions de manière à permettre une transformation qui soit pérenne, au-delà de notre départ. Ça, je crois qu'il y a des enjeux encore forts en ergonomie là-dessus. Avancer sur les questions de la pérennisation, ou de la généralisation aussi de nos actions. Les transformations qu'on vise aussi, c'est quand même que les gens aillent mieux au travail et que la performance soit atteinte sans mettre en préjudice la santé des personnes. Et ça, on ne veut pas que ça dure sur 6 mois, 1 an ou 2 ans où on va être avec les acteurs de terrain. L'idée, c'est que ce soit pérenne, justement. Et cette pérennité, elle doit se travailler très en amont, en fait, de manière à s'assurer que quand on s'en va, le relais est pris, hein, dans ce qu'on va mener. Et ça, c'est un projet dans le projet, j'ai envie de dire. Je pense qu'un projet qui m'a marqué particulièrement et qui est assez récent, bien que commence un peu à dater maintenant, mais c'est le projet avec Raoni et François, Raoni Rocha et François Danielou, à ERDF, GRDF, sur justement l'expérimentation d'espaces de débat sur le travail. La demande, c'était une demande d'amélioration de la politique de prévention santé-sécurité dans l'entreprise, avec un constat qu'ils avaient atteint un seuil, en fait, qu'ils n'arrivaient plus à aller vers autre chose. Ils savaient également qu'il y avait peu de remontées terrain de la part des salariés, alors qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des problèmes, mais ils ne comprenaient pas en fait ces remontées. Et la demande était très axée comportement. Aidez-nous à agir sur le comportement des salariés étant compris techniciens et managers de proximité, de manière à ce qu'on puisse améliorer la politique prévention-sécurité. Et de cette demande, en fait, il y a eu un diagnostic qu'a conduit Raoni pendant 6 mois. Diagnostic qui a mis en évidence que il n'y a pas de remontée, effectivement, parce que quand il y avait plein d'ingrédients, en fait, il y avait tous les ingrédients pour d'un silence organisationnel. C'est-à-dire, il y a une organisation qui est mise en place et qui fait, qui n'est pas forcément conscient, hein, mais qui fait que les gens ne remontent plus parce qu'on ont peur de la sanction, par exemple. Hein. Et donc ce diagnostic a été un peu l'élément d'une prise de conscience aussi du management sur le fait que on ne peut pas agir sur les personnes. L'objectif, il n'est pas d'agir sur les personnes, mais d'agir sur les situations pour pouvoir
changer si on veut agir sur le comportement des personnes. Et c'est de là qu'est venu en fait le projet d'expérimenter des espaces de débat sur le travail, justement pour saisir les différences entre le prescrit et le réel, pour saisir ce qui fait qu'on ne va pas respecter telle règle de sécurité dans telle situation, etc. Donc il y a eu ensuite donc l'expérimentation de ces espaces de débat, mais en parallèle de ces expérimentations-là, il y a eu des formations d'encadrants aussi. C'est pour ça que je dis que les espaces de débat, c'est pas quelque chose, on ne peut pas arriver dans une entreprise et dire on va vous faire de l'espace de débat. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça s'ancre dans quelque chose et il faut que on se l'approprie au niveau de l'entreprise quand même. Ça ne peut pas comme ça être la recette miracle. Sinon je pense que ça ferait longtemps qu'on l'aurait appliqué, quoi. Oh. Voilà, donc il y a eu le travail sur l'expérimentation en parallèle de la formation de manager, et puis un certain nombre de conditions, quoi. Ok, si vous voulez qu'on expérimente ça, vous vous engagez aussi à donner les moyens pour qu'on puisse le faire, puisque nous, nos conditions, c'était ces espaces de débat, ils seront sur l'activité réelle, sur le travail réel. Ça peut être des vidéos, ça peut être des récits de situation, ça peut être des photos. Là, en l'occurrence, le site qui a été vraiment travaillé par Raoni avait choisi des photos. On leur avait laissé le choix. Mais on avait émis un certain nombre de conditions quand même, pour que ces espaces de débat soient fondés sur le travail réel. Mais il y a parfois où ça va, je crois vraiment qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne va pas être possible justement, parce qu'il n'y a pas les conditions managériales par exemple pour mettre en place des espaces de débat. En parallèle du travail à ERDF, du coup, si je garde cet exemple parce que je pense qu'il est justement assez parlant, on travaillait avec GRDF, une entreprise sur la même demande, sauf qu'on n'a pas pu aller aussi loin en fait. Parce qu'au niveau du comité de direction, il n'y avait pas des conditions suffisantes pour permettre d'aller plus en amont de ces problèmes. Et au-delà des questions de conflit de personnes ou de divergence, c'est aussi sur les modèles organisationnels, sur la façon dont on pense le travail, sur la manière dont on pense l'activité des hommes au travail, tout ce qui est initiative, côté un peu, de tout ce qui est stratégie de régulation, etc. Et tout ça, si les gens ne s'approprient pas ça, on ne peut pas franchir, je pense que ce serait dangereux de franchir des étapes. C'est-à-dire qu'instaurer des espaces de débat sans s'assurer qu'il y a un engagement de la direction sur la façon dont ils vont être conduits, sur les modèles qui sont sous-jacents, je pense que ça peut être très dangereux. Et on peut aboutir à des situations contre-productives. Ce qui était mis en débat en l'occurrence dans ce projet, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de diagnostic, mais ensuite c'était les techniciens qui prenaient des photos, ils avaient choisi des photos, eux-mêmes prenaient leurs photos, des photos de situations qu'ils jugeaient à risque, ou on a appelé ça les situations à fort enjeu, c'est-à-dire qui présentaient un risque du point de vue de la sécurité du travailleur ou du point de vue organisationnel. C'est les techniciens eux-mêmes qui remontaient les photos à leur manager de proximité. Et toutes les semaines, il y avait des réunions sécurité dont une partie était consacrée au traitement des photos, via un débat collectif en fait. Donc c'était même, au départ, c'était les situations issues du diagnostic pour donner à manger parce qu'il n'y avait pas encore de photos, mais c'est les techniciens qui alimentaient eux-mêmes. Et ça, c'est une condition importante pour la pérennité, justement. Tu vois, parce que l'enjeu, c'est aussi, c'est pour ça que là, le travail avec les encadrants est très, très important, on re-questionne quand même les encadrants sur c'est quoi leur travail d'encadrant. Hein, c'est comment on anime un débat, comment on anime une réunion. Au-delà d'animer un débat, comment on anime la réunion. Donc c'est les accompagner dans passer d'une posture directive où je fais un rappel des règles, je dis aux gens ce qu'il faut faire, à une posture compréhensive et attentive à ce que vivent les gens au travail. Et ça se travaille. Et Raoni était en co-animation là-dessus d'ailleurs, avec le manager, pour justement l'amener à cette posture-là. Et ça, ça fait partie des conditions qui sont hyper importantes pour garantir la pérennité derrière, garantir, travailler en tout cas la pérennité de ces espaces de débat. Du moins la pérennité de la prise en compte du travail réel dans les choix organisationnels. Je sais pas moi je dirais pas que je transforme le travail, quoi. Parce que franchement, en toute modestie, c'est hyper compliqué, ou ça dépend ce qu'on met derrière la transformation. Je me dis, si déjà, par la mise en réflexivité du travail, on apporte quelque chose aux gens, c'est déjà super.
voilà, après je crois que on ne transforme pas le monde, quoi. Ça c'est clair. Il faut rester assez humble par rapport à ça. Mais bon, une petite pierre à l'édifice, toujours bien, quoi. Donc, même si c'est un peu, moi je me dis, c'est déjà beaucoup. Pour les gens, c'est déjà beaucoup.